Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout dans un nouveau format que j'ai souhaité lancer. Vous savez, sur la chaîne on parle de photographie et plus spécifiquement de photographie argentique puisque c'est ça que je préfère. Et on parle aussi de mon autre métier, de mon autre casquette, à savoir celle d'artiste lyrique, de chanteuse lyrique, chanteuse d'opéra, voilà, il y a plein de noms. Et surtout de comment j'essaye de réussir dans ce milieu-là, comment j'arrive à m'en sortir ou pas d'ailleurs. J'avais envie de parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur. Parce que j'en ai pas entendu parler quand j'ai commencé le chant, et j'en ai un tout petit peu parlé quand j'étais sur la fin de mes études, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, mais parce que je sentais de plus en plus en moi le désir grandir de faire ce métier-là. C'est tout ce qui est de la bobologie, de la santé de la voix, de la santé vocale, mais aussi de la santé psychologique quand on est chanteur, comment on résiste à la pression, comment on fait pour survivre à la compétitivité qu'il peut y avoir, que ce soit quand on est en début de carrière, ou que ce soit quand on est très jeune et qu'on commence le chant, parce que aujourd'hui les chanteurs commencent de plus en plus jeunes, il y a les maîtrises, on peut rentrer dans les conservatoires à 15, 16, 17, 18 ans. Il faut déjà être prêt à se faire juger, à ce qu'il y ait de la compétition, parce que pour une place dans un conservatoire d'arrondissement à Paris par exemple, il va y avoir 30, 40 candidats, et c'est pas forcément facile, et plus on avance et plus on est face à ce problème évidemment, et c'est pas forcément évident de garder la tête froide par rapport à tout ça, de pas être envahi par le stress quand il y a des auditions, des concours, etc. Donc j'avais envie de parler de tout ça, et surtout j'avais envie d'inviter des gens qui sont passés par là pour en parler, et que ces personnes-là nous donnent leurs petits tips, leurs astuces pour survivre à l'hiver par exemple, pour la santé de leur voix, et pour survivre aussi à tout ce stress qu'il peut y avoir dans ce métier-là, ce qu'ils ont traversé avant, s'ils traversent encore aujourd'hui, voilà, et qui nous donnent leurs conseils pour que toi, si tu es étudiant en chant, ça te serve, pour que toi, si tu es en début de carrière et que tu te bagarres un peu avec cette confiance en toi, avec ce stress, et ben peut-être que ça va te donner des billes, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'avais envie de le faire parce que moi j'aurais bien eu envie d'avoir ça quand j'ai commencé. Donc je me suis simplement dit que j'allais le faire et que j'allais inviter des gens à faire ça avec moi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Fuchs, que j'ai rencontrée cet été dans le cadre de l'académie du festival Castel Artes. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un bon feeling humain, et aussi qui m'a donné beaucoup de bons conseils techniques, musicaux quand on a travaillé ensemble. Évidemment, j'ai pensé à elle tout de suite quand j'ai eu l'idée de ce format de vidéo. On va l'appeler et on va échanger un peu autour de tous ces sujets-là, donc j'espère que ça va vous plaire. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les futures vidéos de cette petite série, et puis bah on y va, on l'appelle. Coucou. Merci d'avoir accepté, c'est trop chouette. Écoute, c'est le bon moment, j'ai du temps. Comment ça va? Ah bah moi ça va, presque toujours bien. T'as hâte de sortir de chez toi? Oui, mais en fait j'ai bien aimé être une semaine chez moi dans cet appart que j'ai depuis pas longtemps, et donc j'ai pu bien prendre possession. Et non, j'ai hâte de voir mon fils. Ouais, j'imagine que ça doit pas être évident. Mais bien profiter pendant une semaine d'être tranquille. Ouais. Total, mon rythme de sommeil qui s'est un petit peu décalé vers genre quand j'étais ado. En fait, j'ai l'impression de vivre enfin mon confinement rêvé. Tu vois, celui où tu lis, où tu te lèves à l'heure que tu veux, où tu fais ton yoga tranquillement. Donc du coup, la vidéo elle va se structurer en deux parties. Il y a cette partie un peu bobologie de la voix, et une autre bobologie de ce qui se passe là-haut avec le stress, les petites ambiances. Nous ne sommes qu'un. Oui, c'est vrai, on peut somatiser quand on est très stressé, on peut déclencher quelque chose aussi. Mais l'inverse aussi. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de devoir monter sur scène alors que t'étais malade comme un chien, et tu t'es dit, ok, je fais quoi? Quelles sont mes alternatives, et qu'est-ce que tu fais pour éviter que ça arrive? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires, ton hygiène de vie, à quoi ça ressemble? Alors, je mange un oignon et demi, plus une épluchure de banane que je fais bouillir avec 3 cheveux. Non. Donc ça, c'est ta recette de grand-mère qui fonctionne, c'est ça? Voilà. Non, ça m'est arrivé, alors ça dépend. Est-ce que ce dont on parle, c'est genre la veille je me sens mal? Est-ce que ce dont on parle, c'est 5 minutes avant je perds ma voix? C'est très différent. Ah, 5 minutes avant, on peut perdre sa voix? En fait, moi, ça m'est arrivé une fois de perdre ma voix entre le raccord et le concert. Genre, une demi-heure avant,
le début du concert, plus de voix. Donc là, évidemment, on se fait pas remplacer, impossible. Ouais. Je pouvais pas annuler parce que les gens étaient déjà là, enfin c'était pas possible. Donc je me suis dit, ok, j'arrête de chauffer, j'arrête de chanter, j'arrête de tout faire. Je vais forcément pouvoir chanter encore quelques minutes, donc je garde tout au chaud. On a changé un peu le programme, voilà. Et j'y suis allée comme une guerrière, quoi. Genre, tant pis, quoi, je vais faire ce que je peux. J'ai fait l'annonce et j'ai chanté. Et genre, à la fin du concert, il n'y avait plus rien, quoi. C'est la seule fois où vraiment c'était tellement instantané. Pourquoi c'est arrivé comme ça, je sais pas. Il se trouve que le lendemain, j'avais une angine carabinée. Donc j'avais vraiment quelque chose, c'était pas dans ma tête. Il se trouve que ça s'est déclenché là, et voilà. Donc ça, c'était vraiment le pire. Ensuite, quand ça arrive, quand on est en représentation, ça arrive. Dans nos contrats, c'est écrit d'ailleurs, il faut qu'on prévienne quand on est malade la veille, je crois, pour une représentation en matinée. Et le matin, on a jusqu'à 11h pour prévenir qu'on ne peut pas chanter. En plus, c'est complètement ridicule parce que quel chanteur à 9h30 du matin peut dire « Ah oui, je suis en pleine forme, il n'y a pas de problème pour ce soir ». C'est-à-dire qu'à 9h30, il faut qu'on sache si on peut chanter le soir. Attends, mais comment ça, tu te chauffes pas à 8h du matin? Voilà, ça c'est déjà arrivé, donc on prévient le théâtre et le théâtre trouve toujours une solution de remplacement. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se déstresser avec ça, c'est leur métier, aux directeurs de casting. Évidemment, c'est pas la partie la plus agréable de ce métier, ni du leur ni du nôtre. Mais en fait, et ça c'est d'être en troupe à l'Opéra de Zurich qui me l'a appris, ils ont des listes longues comme ça, ils appellent et ça fait un heureux, une heureuse et il faut se déstresser avec ça. Il ne faut pas se mettre la pression, c'est décevant pour soi, mais il ne faut pas hésiter à annuler si on ne se sent pas bien. Je me rappelle quand j'étais étudiante au CNSM, avant un concert de classe d'ensemble vocal de milieu d'année, j'étais malade, je ne pouvais pas très bien chanter, j'étais allée voir le médecin, il m'avait donné de la cortisone, c'était super, je peux faire mon concert, mais en fait, alors après j'ai pas pu chanter pendant une semaine, quel est l'intérêt quoi? Un concert de milieu d'année d'un ensemble vocal au conservatoire. Et pour moi, c'était la fin du monde. Vraiment, je le sens encore. C'était la fin du monde. Et maintenant, je dis, ouais, en fait, là, je viens d'être positive Covid et de devoir annuler toutes mes représentations de ma première Juliette dans une nouvelle production à Paris. Et en fait, je suis beaucoup moins stressée que pour mon concert d'ensemble vocal au conservatoire Paris, quoi. Donc, relativisons, les amis. Point cortisone. Faisons un point cortisone. C'est magique, c'est merveilleux. Personnellement, d'après mon expérience, je n'en prends que très 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 rarement. Si j'ai une échéance vraiment pour laquelle je ne peux pas chanter sans l'aide de cortisone parce que j'ai un vrai souci de santé et que c'est une performance, qui est très demandante, quoi, qui est avec beaucoup d'aigus, beaucoup de piani, puis c'est long, et je prends que s'il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire si je ne peux pas me faire remplacer, et si je n'ai rien la semaine qui suit. Je ne prends pas de cortisone à la file. Là, c'est l'escalade. Et moi, je sais que je ne veux pas ça. Pour l'instant, j'ai pu m'en sortir sans, et je m'en sors sans. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de cortisone. Je sais que moi, j'en ai pris une fois de la cortisone parce que j'ai eu une énorme extinction de voix et que j'avais une masterclass avec Felicity Lott. C'était la première masterclass à laquelle je participais et la semaine qui précède la masterclass, mais je n'avais plus de jus et je me disais mais c'est pas possible. Comment je fais? Du coup, j'ai foncé chez l'ORL et elle m'a dit ça, c'est une fois ultra exceptionnel parce que demain, ça va déchirer. Ouais. Mais par contre, après, pendant une semaine, vous allez être à plat. Et voilà, donc ça, faut que ça reste ultra exceptionnel quand vraiment il n'y a pas le choix. Et effectivement... ouais, c'est ça. Et effectivement, la masterclass, c'était le mardi. Le mercredi, il n'y avait plus personne. Après, les phoniatres disent aussi, les ORL disent que si on chante avec une bonne technique, on ne s'abîme pas avec la cortisone, etc. Franchement... Quand on est dans le feu de l'action avec la cortisone, on donne forcément plus. Genre, voilà. Après, il ne faut pas diaboliser non plus, c'est hyper utile, ça sauve des représentations, etc. Mais voilà, ça c'est point cortisone, je pense que c'est important de le faire parce que il y en a beaucoup qui diabolisent, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire sans. J'ai des collègues qui en ont tout le temps avec eux, tout le temps. Donc c'est aussi, je trouve, dans la tête, c'est un petit peu bizarre d'avoir tout le temps cette béquille-là. Et puis, je pense que c'est pas bien... de se dire qu'on est indispensable à ce point-là. Et moi, ça m'a fait une grande
Un grand soulagement quand j'ai réalisé qu'en fait on pouvait me remplacer et que la Terre continue à tourner, quoi. Et du coup, est-ce que pour anticiper ça, par exemple, là, on est fin décembre et c'est l'enfer sur Terre, tout le monde se tape des rhumes dans tous les sens. Est-ce que t'as des petites routines de compléments alimentaires, des tisanes, des remèdes de grand-mère? Je ne jure que par la prévention. Si on fait tout ce qu'il faut et qu'on tombe malade, et ben c'est comme ça, et c'est que notre corps il a besoin de ça, et il faut l'accepter, et voilà, la Terre continue de tourner. Mais la prévention c'est merveilleux. Alors vraiment, la nature est bien faite, le sommeil et l'eau. Déjà ça, on respecte ça, et on sait, je vous vois, je vous connais. Je me connais, je sais bien que c'est le premier truc qui est difficile à respecter, c'est ces heures de sommeil, boire de l'eau. Mais déjà ça, c'est un terrain merveilleux. Après, manger sainement, c'est une base. Déjà, si on a cette base-là, c'est super. Pas aller faire la fête et crier tous les soirs. Après, moi, j'ai des petites choses très concrètes qui m'aident, soit selon les doses que j'utilise et la fréquence, soit en prévention, soit quand il y a vraiment une fragilité. C'est, alors pour la voix, Erysimum. Donc, moi, en tisane beaucoup, que je fais bouillir 1 minute et puis après je laisse infuser pendant 5-10 minutes. Il n'y en a pas dans toutes les pharmacies, mais il y en a dans les herboristeries. Ça existe aussi en teinture mère. Je la mixe parfois avec du thym pour aussi renforcer le côté antibactérien. Ça, c'est ma petite routine. Ensuite, j'ai une routine avec des huiles essentielles. En période un peu intense, j'en prends 5 jours sur 7, pas tous les jours. Ou alors 1 jour sur 2, ou quand je sens, mais voilà. Et moi j'ai mon petit mélange magique qui m'a été fait par un aromathérapeute que j'adore qui s'appelle Philippe Banel, que vous pouvez suivre sur Instagram, qui s'appelle Aromasinger. Je ne peux pas donner comme ça de recettes magiques, mais je peux dire qu'il y a des huiles essentielles qui sont extrêmement bonnes pour la voix, donc je pense à... Après, il faut vraiment voir quelqu'un pour être conseillé, il faut que ce soit bien dosé, c'est très important. Moi je ne suis pas médecin, donc il faut faire les doses nécessaires, etc. Mais je sais que l'huile essentielle de cyprès, c'est très bon pour la voix. Il faut se renseigner comment l'utiliser, mais voilà. L'hélicryse italienne, citron, et puis après, évidemment, pour tout ce qui est terrain plus général, Ravinsara ou Saro ou Tea Tree, voilà, des huiles essentielles comme ça qu'on peut prendre. Ça, c'est des trucs vraiment très concrets. J'ai oublié, il y a quelque chose qui est vachement bien aussi, c'est tout ce qui est inhalation. Soit à la bonne franquette avec la serviette, soit prendre des bains régulièrement ou des douches et respirer la vapeur. Ou alors il y a aussi des petits inhalateurs portables maintenant qui sont super. Là, j'en suis commandé un. Voilà, un petit inhalateur que tu peux prendre comme ça, comme une petite pipe. Et c'est super. Faut pas faire ça juste avant de chanter parce que ça peut faire remonter les mucosités. Vraiment, si tu le fais le matin par exemple, ça les fait remonter, ça les fait sortir et puis après on est bon. J'avais une question pour les chanteuses. L'impact des menstruations sur notre voix. Il y avait Mia Mandino qui avait fait une super vidéo là-dessus, très très intéressante. Le corps de chaque femme étant ce qu'il est. On est toutes différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui te coûte de chanter quand t'es dans cette période-là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu prends pareil des petits trucs pour t'aider à t'apaiser? Ou c'est vraiment, ça te couche et t'y arrives pas? Alors, moi, j'ai jamais eu, jusqu'à ma maternité, en fait, j'ai jamais été vraiment dérangée. Après, j'ai senti une différence, comme si les effets étaient plus forts, mais surtout au moral en fait, comme si les symptômes prémenstruels étaient plus forts et en termes aussi de quantité. Donc qui dit quantité dit poids, puisque on sait que l'utérus se charge la semaine qui précède les règles, il se charge et donc il est plus lourd, il peut prendre jusqu'à je crois 500 grammes. Donc ça quand même dans l'instrument de la chanteuse, ça crée une différence quand même quand on met un poids de 500 grammes au périnée. Donc ça, je le sens vraiment beaucoup plus qu'avant. D'abord, c'est bien de savoir. Moi, ça me rassure beaucoup quand je le dis. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, d'accord, c'est ça. Bon, ok. Donc déjà, on sait que ça va passer. On sait que c'est pas de notre faute, que c'est pas qu'on a un problème technique. C'est comme ça. Et je vais vous dire, ça nous oblige à être meilleurs. Ça nous oblige à mieux connaître notre corps, à l'aider, à savoir comment trouver. Voilà. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que d'abord je pointe du doigt le truc, je bois beaucoup d'eau pour éliminer, et puis je m'allonge beaucoup. Je ne tergiverse pas avec le fait que j'ai envie de m'asseoir ou de m'allonger, même quand je le répète, je n'hésite pas à m'asseoir. Voilà, pour éviter que le poids pèse trop sur moi. Je fais des petits exercices de yoga qui peuvent m'aider pour les règles. Vous trouvez ça très facilement sur YouTube. Pour le yoga, quand on a ses règles, on ne fait pas d'inversion. On va dans le sens du corps, on laisse tout sortir.
En revanche, les torsions en amont, c'est super parce que ça fait une détox sur le corps, donc ça c'est super parce qu'en fait les règles c'est rien d'autre qu'une détox. Puis voilà, petite bouillotte, cocooning dès qu'on peut, faut en profiter pour se chouchouter quoi. Et du coup, ça me permet de glisser doucement vers le deuxième topic sur la santé donc dans notre tête. Par exemple, t'es en production, est-ce que ça t'arrive d'être un peu submergé parce que c'est très intense, parce que ça te coûte beaucoup, parce que ton personnage, voilà, on te demande beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi beaucoup de mouvements, que parfois physiquement ça peut être difficile parce qu'on peut faire des trucs un peu fous. J'ai un souvenir d'une production, je crois que c'était Léa Desandré dans Orphée, qui était dans une espèce de roue en métal et puis qui tournait comme ça, qui devait chanter. Voilà, donc est-ce que c'est facile ou pas de quand on est sur une production justement de se dire waouh, ok, ici c'est ma bulle, j'ai besoin de me mettre en pause, de faire un break parce que je suis fatiguée, je sens que pour repartir de plus belle et pour continuer comme il faut, j'en ai besoin. En fait, le merveilleux challenge de l'interprète, c'est justement ça, c'est-à-dire d'arriver à être à la fois absolument soi et absolument ouvert à l'autre. Quand je dis à l'autre, c'est à tout, c'est-à-dire à la musique, à son collègue, à l'orchestre, au stress, aux demandes de maquilleurs. Et en même temps, d'être assez fort pour que son centre soit solide. En fait, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne doit pas bouger. Il y a quelque chose qui doit être solide et il y a quelque chose qui doit être très souple. Et donc, c'est tout ça le challenge et c'est ça qui est très difficile, je trouve, moi. J'ai la chance de n'avoir jamais été vraiment très traqueuse. C'est-à-dire que j'avais énormément le trac quand j'ai fait du violon, j'ai fait 15 ans de violon. Enfin, c'était horrible. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'avais quand j'étais traqueuse au violon ? J'avais la main qui tremblait, la main hyper froide, voilà, comme par hasard. J'avais pas du tout ça dans la gorge quand j'avais le trac au violon. Et en fait, quand je me suis mise au chant, c'était une telle libération que j'ai jamais senti le trac, c'est-à-dire... Peut-être oui, quand j'ai fait mes débuts à Vienne, dans la physiologie, j'ai senti un petit stress, mais en fait, pour moi, ça n'avait rien à voir avec quelque chose de négatif, c'est juste plus, putain, vas-y, faut y aller parce que là, t'as tout pour toi, donc t'as tout devant toi, t'as un orchestre merveilleux, donc faut pas rater cette occasion de kiffer. C'est plus ça, moi, mon track, c'est plus, vas-y, gâche pas l'occasion que t'as de profiter de ce moment. Donc c'est plutôt chouette comme track. En revanche, je suis beaucoup plus stressée les jours qui précèdent, les semaines qui précèdent une première répétition. Beaucoup plus que pour un spectacle. Parce que je me dis toujours, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être par cœur ? Est-ce que je vais... J'ai toujours l'impression que je vais arriver. Une fois que j'ai commencé à répéter, c'est bon. Une fois que je sais que je suis dans la ligne du travail, que j'aime aussi mon... C'est important aussi d'avoir ces petits rituels, son rythme, Je sais pas pour toi, mais moi je sais qu'avant une première, je sais comment je gère... tout la semaine qui précède. Je sais quel jour je chante, quel jour je marque, quel jour je teste ça, quel jour je teste ça, quel jour je bois une bière pour me détendre, quel jour je ne bois pas d'alcool pour rester au taquet. Voilà, c'est vraiment un tout. Oui, quand même, j'ai eu des périodes récemment, justement depuis que je suis maman encore, où sans être traqueuse, j'étais beaucoup plus émue. Émotionnée, j'ai envie de dire. J'étais beaucoup plus sensible en fait. Et par exemple, quand j'ai chanté la reprise du Grand Monde Poupée, d'une production que j'avais faite quand j'étais enceinte, et 3 ans après je la chante, donc j'étais plus enceinte, donc déjà ça crée un énorme vide, et en plus mon fils commençait l'école, et il était sans moi, et tout ça, là, chaque répète, je pleurais quoi. Je me suis dit, comment je fais ? Et tous mes collègues, la première fois c'est oh la pauvre chérie, la deuxième fois c'est bon, on peut travailler maintenant. Non, ils étaient tous très gentils, mais il y a un moment je disais, je suis désolée. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben là... je crois que j'ai fait la fête. C'est mon remède. Donc, visiblement, dans cette vidéo, je dis tout et son contraire. Mais sinon, je dois dire quelque chose, c'est depuis que j'ai une pratique régulière du yoga et de la méditation, la sérénité est très facile à trouver en cas de pépin. Vraiment, c'est la pratique, quoi, la discipline, la pratique qui fait que tout se dépose. Je suis en analyse aussi depuis 8 ans. C'est important à dire parce que moi je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une cellule psy dans chaque conservatoire. Franchement, c'est tellement important. On vient visiter, traverser des choses, ne serait-ce que par les œuvres qu'on interprète, mais aussi par ce que ça fait bouger en nous. Enfin,
c'est pas rien, quoi. Par toute la compétitivité aussi qu'il peut y avoir. Tu parlais des conservatoires justement. Pour rentrer dans un conservatoire, moi je viens des conservatoires d'arrondissement et après du CERER de Paris. La première audition que j'ai passée, il y avait 45 personnes. Effectivement, maintenant, tu vois, j'essaye d'avoir ce rythme plus apaisé, de quand j'y pense, faire du yoga le soir avant de m'endormir. Je remarque que sur mon sommeil, ça change tout en fait. Vraiment, ça change tout. Et c'est hyper important dans sa tête d'avoir ces repères-là en fait. Et d'avoir effectivement ce suivi psychologique aussi, parce que la santé psychologique et mentale, elle est absolument aussi importante que celle qui est physique, parce que si dans sa tête on n'est pas bien, mais que ce soit pour n'importe quel job, on arrive un peu bancal quoi. Et puis on a une responsabilité envers l'équipe avec laquelle on travaille aussi. On peut pas arriver dans une salle de répétition et amener nos problèmes, quoi. Après, ça m'est arrivé de travailler avec très rarement d'ailleurs, parce que quand même il faut dire, faut arrêter de fantasmer cette espèce de compétitivité et agressivité du milieu. Franchement, passer, je pense, peut-être, je me rappelle plus les auditions comment c'était en fait, mais peut-être passer ce truc d'audition où tout le monde est en fragilité, donc forcément des énergies un peu, voilà, pas très posées. Passer ce niveau-là, on est avec des gens qui sont très heureux de faire ce métier en général, et avec des personnalités différentes, mais voilà, les gens sont gentils, quoi. Ça m'est arrivé, je crois, 2 fois de travailler avec un ou une collègue où je me disais, ouais, vraiment, ça me fait pas plaisir, quoi. Ça me fait pas plaisir de partager ma journée avec lui ou elle, et où je devais, moi, me réajuster tout le temps. Et ce truc de bulle, tu vois, je l'ai faite à cette occasion-là, ces 2 fois. Avant de sortir de ma loge, je me faisais physiquement ça, tu vois, où là, je me disais, bon, allez, ta bulle. Alors la bulle, tu vois à travers, les gens te voient, mais il y a quelque chose qu'on peut pas toucher, quoi. C'est vrai que je pense que cette histoire de compétitivité, c'est peut-être plus quand t'es au stade des concours, des auditions, parce qu'en plus, un concours, à moins que ce soit ciblé par type de voix, on est tous dans le même panier, et je ressens quand je passe un concours une compétitivité énorme, parce qu'en fait tout le monde est au même niveau, tu vois. Là, il y a un point important, et qui est moi, quand on me demande sur les réseaux quel conseil tu donneras, il y en a un que je donne parce que c'est plus important, je trouve. Rappelle-toi pourquoi tu veux chanter en fait, et pourquoi tu veux faire ce métier, et garde le plaisir au milieu de tout ça. Si toi tu te fous, mais c'est valable dans tout dans la vie, si toi tu es heureuse d'aller chanter cet air-là, quelles que soient les personnes qui sont devant toi ou à côté, en fait il n'y a pas de problème, tu vas chanter ton air, tu vas être content de chanter, et c'est pas égoïste. C'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, tu peux rien faire de bien si tu le fais pas avec plaisir, ou avec. Et quand je dis plaisir, c'est peut-être, en tout cas avec conscience de pourquoi tu le fais. Et il y a aussi quelque chose que j'ai compris par l'expérience, c'est que c'est un truc que ma mère me disait. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Par exemple, il y a un théâtre qui veut que je chante Mélisande, un très beau théâtre. Le chef veut que ce soit moi. La directrice des castings veut que ce soit moi. Tout le monde veut que ce soit moi. Moi, je suis contente, super. Ah, par contre, le metteur en scène, il voudrait quand même vous auditionner. Bon, tu vois, Mélisande, j'étais la seule française en lice. Moi, je connais pas le rôle, il me demande de chanter, de faire une audition. Je prends la partition, je dis, mais je lirai la partition, ça va être une audition, je vais vous lire la partition, quoi. Je vais à Berlin pour le metteur en scène qui veut m'entendre, qui veut me regarder lire une partition. Je lis, je lui parle, bonjour, nana, ça va, oui, bon, j'ai la partition. Et après, j'ai appris que finalement, bon, c'était pas moi, parce qu'il trouvait que j'étais pas assez fragile. En fait, je l'ai pas mal pris. Et il n'y a aucune raison de mal le prendre, et il n'y a aucune raison d'être jalouse de la fille qui le chante à ma place. En fait, je ne correspondais pas à ce qu'il cherchait. D'abord, on ne peut rien faire. Moi, j'ai fait le max que je pouvais faire à ce moment-là. C'est des raisons qui ne définissent pas la qualité d'artiste que je suis. Et ça, c'est quelque chose, je pense, à essayer de bien comprendre. C'est-à-dire que, oui, parfois, on n'a pas fait la décision parce qu'on a mal chanté. Certes, bon, on va travailler encore, et voilà, c'est comme ça. Mais parfois aussi, on ne sait pas ce qui se passe derrière, quoi. On sait pas Donc il faut se déstresser avec ça, il faut faire du mieux qu'on peut, avec le plaisir, et au moins nous on est droit dans ses bottes. C'est ce que j'essaye de me dire quand je suis pas retenue pour faire quelque chose. Parce que ça, faut le rappeler, on a ce truc de l'échec, j'ai pas réussi et tout. Mais en fait, je pense, pas dire de conneries, quand je dis que c'est en fait une grosse partie quand même du boulot, c'est de rater. Enfin, de rater, non, même pas, parce qu'en plus, on peut ne pas décrocher, je sais pas, le rôle ou une place, je ne sais où, alors qu'on a bien chanté à l'audition, mais en fait, juste on ne correspond pas à ce qu'ils recherchent. Donc en fait, le problème, enfin, il n'y a pas de problème en soi, c'est juste que on rentre pas dans la case qu'il fallait remplir. Avant d'être pris quelque part et tout, c'est normal de pas être pris en fait. C'est un espèce de parcours initiatique.
J'ai pas été prise dans plein d'endroits. Hein. D'ailleurs, souvent parce que j'avais pas assez bossé, je pense. Genre, oh, allez, je vais rôder un air, je vais aller rôder la Reine de la Nuit. Il faut aussi prendre encore un pas en arrière, c'est-à-dire que moi, il y a certaines auditions que j'ai ratées, que j'ai pas été prise, mais je remercie le ciel de ne pas avoir été prise. Et quand bien même ça aurait été un projet que vraiment j'aurais aimé faire, et ben en fait, la vie elle s'est pas arrêtée, et j'ai fait autre chose, et ça m'a construit, ça m'a fait rencontrer peut-être le père de mon fils, parce que du coup, en ne faisant pas ce projet, j'ai fait un autre projet qui m'a... Voilà. Franchement, la vie est vaste. Et j'avais une petite question aussi par rapport aux relations humaines, parce qu'il y a le fait d'avoir le trac potentiel sur scène et d'être stressé à l'idée de monter sur scène, mais il y a aussi les relations humaines, c'est pas forcément évident, voilà, de rester tout sourire face aux gens, de faire comme si on avait grave confiance en soi et de rigoler avec les gens et machin. Enfin moi personnellement c'est le truc qui est le plus difficile pour moi à faire. Au-delà de savoir comment se comporter avec quelqu'un, je pense qu'il faut savoir quel regard on porte sur soi et voilà, si on est tranquille avec ça. Moi j'avoue que je suis plutôt d'une nature assez sociable et extravertie, donc j'ai jamais vraiment eu trop ce problème-là. Par contre je m'écoute, c'est-à-dire que si un jour je suis fatiguée et j'ai pas envie de parler à quelqu'un, bah, je ne force pas à aller à tel événement ou à tel machin truc quoi. Je pense qu'il faut, c'est facile à dire hein, mais si tu es toi-même, les gens le sentent, les gens sont pas bêtes en fait. En fait c'est ça que j'aime dire, les gens sont pas bêtes. On va pas faire croire quelque chose à quelqu'un dans les deux sens. Donc, faisons confiance au feeling des autres aussi. Je veux dire, la personne à qui tu t'adresses va très bien sentir que tu es une fille intelligente, qui a de l'expérience ou pas, qui cherche à s'améliorer ou qui cherche à tout prix à obtenir quelque chose alors qu'elle n'a pas le niveau encore. Tout ça, les gens le savent, le sentent. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, récemment, je me suis retrouvée après un concert. Il y avait un cocktail et je devais retrouver l'une des chanteuses qui chantait. Et je me suis retrouvée avec plein de gens du métier et j'étais terrorisée à l'idée qu'on me... Parce que je me disais, je suis pas au niveau de ces gens-là en fait. Est-ce qu'on t'avait demandé de chanter là ? Mais absolument pas en plus, c'est que mon cerveau il a frisé. Mais dans ma tête ça a été tellement vite, je suis partie, j'ai fait une crise d'angoisse dehors. J'en étais à ce stade-là, tu vois. Je sais pas si je devrais parler de ça, mais en tout cas, comme si c'était un espèce de syndrome de l'imposteur. Genre, je mérite pas d'être là. On a tous ce syndrome-là, même encore maintenant. Moi, quand je m'apprêtais à chanter mon premier Wagner, évidemment que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Il faut aussi faire la paix avec ça, c'est normal. Mais par contre, il faut aussi relativiser. C'est-à-dire que là, en fait, personne te demande ton curiosité. Et aussi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à être très franc aussi, parfois. Moi, j'aime ça. J'aime voir les gens qui sont francs. Parfois, si t'es mal à l'aise, et au lieu de partir dehors, tu dis désolé, je suis mal à l'aise, je suis hyper impressionnée d'être avec vous parce que moi je suis pas à votre niveau. On peut passer à autre chose. Et basta. Ça m'arrive de rencontrer des gens, alors même qui sont pas dans le milieu de la musique, tu vois, ou alors qui sont dans la musique mais qui font un truc super perché et de là genre, je connais pas du tout ce truc. Alors en fait maintenant je dis, alors pardon, moi je sors d'une prod de Gounod, donc là en fait tu peux me recaler en négatif, ce comme parce que je suis un peu perdue. Et voilà, c'est tout. Ouais. Oui, c'est qu'il y a ce truc au final, comme tu disais tout à l'heure, d'assumer simplement qui on est et de pas avoir peur de... Parce qu'au final, il y aura peut-être quelqu'un à côté de nous qui sera dans le même état et qui sera bien soulagé qu'on ait parlé. Évidemment. Et il y aura peut-être quelqu'un qui a vachement de métier, qui est un soliste international et qui va te regarder et qui va se dire putain, elle a l'air tellement détendue et tellement cool, elle a de la chance d'en être là. La question de la confiance en soi, je trouve qu'il y a vraiment ce dédoublement de personnalité entre genre les gens qui sont bons en audition et en concours ou les gens qui sont bons sur scène. Il y a des gens qui savent très bien faire les deux, hein, évidemment. J'ai déjà entendu des chanteurs dire ah bah moi je suis hyper nul en audition, par contre sur scène on m'a toujours dit que c'était un point fort, ou l'inverse, je sais que je déchire en audition, par contre sur scène j'ai un peu plus de mal à me lâcher ou des trucs comme ça quoi. Tu vois, c'était ton cas? Moi c'est clair que là où je suis mieux c'est sur scène, en fait il y a que ça qui compte. De toute manière, donc c'est là que je suis bien. Et c'est évident que même si en audition j'étais pas forcément mal à l'aise, mais j'étais pas forcément, j'allais faire l'audition, mais ça me faisait pas kiffer quoi. Donc et puis bon on est en audition quoi, on est planté devant le piano, donc tu peux pas montrer toute une palette de tout ce que tu sais faire. Mais en fait j'ai envie de dire le problème principal pour moi en audition, c'était que j'ai mis des années, et d'ailleurs en fait j'ai jamais fait une audition vraiment, je pense que j'avais parfaitement mon répertoire, c'est-à-dire que j'ai mis des années à trouver mon bon répertoire. Parce que oui, je suis soprane, mais en fait, j'avais des aigus, mais bon, ça me faisait un petit peu suer de faire ces trucs-là. Après, et puis je les avais pas à tous les coups, donc bon. Après, j'avais des graves, mais bon, j'avais pas non plus toute une tessiture grave assez pour... j'étais pas non plus dramatique, quoi, donc bon.
Donc après les soubrettes, ok, mais j'étais frustrée musicalement, bon. Donc j'ai mis du temps à trouver mon répertoire. Donc finalement, à chaque fois j'allais un peu en audition en mode, bon, qu'est-ce qui va sortir de ces pauvres airs que j'ai mis et qui en fait montrent pas vraiment ce que je peux faire. Et là aujourd'hui, tu dirais que dans les rôles que tu abordes, tu te sens parfaitement à l'aise avec ce répertoire-là et t'es en phase avec ça? C'est-à-dire que mon répertoire il est encore très varié, et heureusement, en fait c'est ça mon répertoire, c'est-à-dire que dans la même année, tu vois, je fais Popée, qui est assez grave, qui peut même être chantée par des mezzos. Ouais. Je fais Juliette de Gounod, mais bon, c'est ma première Juliette, c'est dans des circonstances qui ont été artistiquement choisies pour que ce soit cohérent. Après, je fais Mélisande, Suzanne, Comtesse Adèle dans le Contori, donc c'est très varié, tu vois. Et pour moi, c'est ça mon répertoire, c'est-à-dire être capable de voyager, en fait. C'est trop bien cette liberté-là. Moi, je me pose un peu la question aussi par rapport à mon répertoire, qui est aussi entre le mezzo. Tu vois là, les auditions, toutes les dernières auditions que j'ai passées, on m'a dit genre oui, contralto, mais on aimerait bien voir ce que ça donne sur une Charlotte, parce qu'on sent que les aigus, t'as quand même un peu de marche sous ta pédale. Je suis là genre... Mais j'avais jamais envisagé ça. Donc ça aussi, c'est des trucs un peu qui peuvent être stressants, qui tout d'un coup, on te... Mais c'est pas stressant, c'est merveilleux, tu rigoles. Mais oui, la meuf est angoissée. Mais attends, c'est merveilleux. Ce que je veux dire par l'angoisse, c'est... moi, je m'étais tracé mon chemin dans les sorcières et les grand-mères et tout ça, tu vois. Et là, on est en train de me dire, tu vas pouvoir peut-être être Éboli, tu vas peut-être pouvoir être Charlotte, tu vas peut-être pouvoir être Carmen. Je suis là genre, waouh, j'avais pas prévu ça. Tout de suite, les chemins qu'on se trace, on les oublie, hein. Ouais. Les ans, on trace un chemin et je le prends jamais, hein. Donc, surtout en ce moment. Donc s'il y a deux choses qu'on peut résumer sur cette deuxième partie de plus psychologique mentale, entre guillemets, ça va être pour un peu essayer de vaincre le trac, se souvenir de pourquoi on a envie de chanter et de le faire avec plaisir pour vaincre un peu ça. Et du coup, ce deuxième conseil là qui vient d'arriver, ne pas se tracer de route. Fixer des objectifs, mais plus comme des petites perles qu'on enfile que comme une autoroute qu'on va prendre, quoi. Ouais. C'est joli comme image. Et quand même, il faut être concret, une pratique régulière, corporelle et mentale, c'est merveilleux. Il faut travailler. Bon bah écoute, moi j'ai fait le tour des petites choses que j'avais, tu vois, j'avais tout noté sur un petit cahier. Et merci pour ton temps, c'était hyper cool. Ah, des bonnes personnes, il faut s'entourer des bonnes personnes. Professionnellement et dans sa vie, effectivement, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Donc potentiellement genre un agent aussi, t'es pas obligé d'aller dans la première agence qui te réclame, tu peux très bien te dire genre ok non je la sens pas, j'y mets pas les pieds quoi. Donc au final se connaître et s'écouter aussi. Connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Waouh, c'est beau. Merci beaucoup Julie pour ce temps passé ensemble. Et puis à la prochaine j'espère. Voilà, merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Et... Merci beaucoup. Ciao, merci. On clôture donc cette première vidéo que je suis extrêmement contente d'avoir fait. C'était hyper riche d'avoir eu tous ces retours là, d'avoir vu tout ça avec une telle générosité, c'était vraiment cool. Donc si ça t'a plu, abonne-toi, viens me rejoindre sur Instagram et puis je te dis à la prochaine fois. Ciao.